Le cancer colorectal touche plus de 40 000 patients tous les ans en France. Il s'agit d'un des cancers les plus fréquents et la deuxième cause de décès par cancer en France. Il représente un tiers de tous les cancers colorectaux, soit environ 14 000 cas tous les ans. Les principaux facteurs de risque identifiés sont les antécédents de polype colique ou de cancer colorectal, les maladies inflammatoires de l'intestin, maladies de Crohn ou rectocolite hémorragique, et puis les très rares maladies génétiques comme la polypose familiale ou le syndrome de Lynch. Le rectum est la partie terminale du tube digestif. Il fait suite au côlon sigmoïde et mesure 15 cm de long. Il a été divisé en 3 parties, haut, moyen et bas rectum, en fonction de la distance par rapport au sphincter externe. Les cancers du rectum sont dans la majorité des cas des adénocarcinomes développés aux dépens de la muqueuse rectale. L'âge moyen de diagnostic d'un cancer du rectum est de 71 ans. Les symptômes habituels peuvent être ceux des cancers du côlon, rectorragie, apparition de troubles du transit, notamment une alternance de diarrhée et de constipation. Le syndrome rectal est plus spécifique et associe des ténesses, une sensation douloureuse de plénitude rectale, des épreintes, des douleurs abdominales coliques et des faux besoins. Cliniquement, le toucher rectal va retrouver une lésion dure et saignant au contact. Le bilan initial va comporter une coloscopie complète qui va localiser la tumeur du rectum et puis surtout explorer le reste du côlon à la recherche d'une lésion synchrone et bien sûr réaliser des biopsies qui confirmeront le diagnostic d'adénocarcinome. Le bilan d'extension va comporter un scanner thoraco-abdominopelvien pour éliminer la présence de métastases synchrones ainsi que le dosage du marqueur tumoral ACE. Afin de décider de la prise en charge préopératoire, il faut connaître l'envahissement dans la paroi du rectum ainsi que la présence de ganglions envahis. L'écho-endoscopie et surtout l'IRM pelvienne vont permettre de répondre à ces questions. L'IRM va notamment permettre de mesurer la marge circonférentielle entre la tumeur et le fascia recti qui entoure le rectum, qui est un des facteurs pronostiques majeurs. La prise en charge des cancers du rectum dépend principalement de 2 facteurs. Tout d'abord, la localisation de la tumeur par rapport à l'appareil sphinctérien, mais également l'infiltration de la tumeur dans la paroi du rectum. La séquence thérapeutique sera de toute façon discutée au cours d'une RCP. Les cancers superficiels du rectum n'envahissant pas la musculeuse rectale peuvent être traités par une exérèse locale par voie transanale. L'examen anatomopathologique de la pièce de résection confirmera l'infiltration superficielle de la lésion. En cas de tumeur invasive, une résection rectale complémentaire sera indiquée. Pour les cancers infiltrants du haut rectum, situés à plus de 7 cm du sphincter externe, le traitement va être similaire à celui d'un cancer du côlon sigmoïde. Une résection rectosigmoïdienne avec une section du rectum 5 cm en dessous du pôle inférieur de la tumeur va être réalisée. Le curage ganglionnaire sera centré sur le pédicule mésentérique inférieur et le rétablissement de la continuité digestive sera une anastomose colorectale directe. Il n'est pas toujours nécessaire de protéger cette suture digestive par une stomie. Pour les lésions du moyen et du bas rectum, situées à moins de 7 cm du sphincter externe, un traitement néoadjuvant par radiothérapie ou radiochimiothérapie est parfois indiqué afin de réduire le risque de récidive locale. Les indications habituelles sont les tumeurs T3, T4 qui envahissent le mésorectum, la graisse qui entoure le rectum, ou bien les structures adjacentes. Ce traitement va durer 5 à 6 semaines et l'intervention sera programmée 6-8 semaines après la fin des rayons. La chirurgie des cancers du moyen et du bas rectum comporte une exérèse complète du rectum et de son mésorectum. La continuité digestive est rétablie par la confection d'une anastomose colo-anale. On réalise habituellement un réservoir avec le côlon afin d'améliorer le résultat fonctionnel post-proctectomie. La principale complication de cette intervention est le lâchage de l'anastomose qui peut conduire à la constitution d'une péritonite post-opératoire. Afin de réduire ce risque, une stomie de dérivation est systématiquement réalisée pour protéger l'anastomose colo-anale. Il s'agit le plus souvent d'une iléostomie placée en fosse iliaque droite. Elle sera fermée entre la 6e et la 8e semaine post-opératoire. Pour les tumeurs du très bas rectum envahissant le sphincter externe ou chez un malade ayant déjà des troubles de l'incontinence préopératoire, une amputation abdominopérinéale est obligatoire. Elle comprend, en plus de la résection rectosigmoïdienne et de l'exérèse totale du mésorectum, l'ablation de l'appareil sphinctérien et de l'anus, nécessitant la création d'une colostomie terminale définitive située le plus souvent en fosse iliaque gauche.
À la suite de la chirurgie, la pièce de résection est envoyée pour un examen anatomopathologique. Selon les résultats, et notamment en cas d'envahissement ganglionnaire, une chimiothérapie adjuvante peut être proposée pour 6 mois au cours d'une ERCP. La surveillance carcinologique dure au moins 5 ans et comprend un examen clinique avec toucher rectal systématique, le dosage des marqueurs tumoraux et la réalisation d'examens d'imagerie à la recherche d'une récidive locale ou métastatique. Une surveillance endoscopique du côlon restant est également indispensable.